En Occident, et particulièrement en France, les gens me voient comme pro-Poutine, mais quand je vais sur le continent américain, les gens me considèrent comme pro-ukrainien. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien colonel des services de renseignement suisses. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres majeurs aux éditions Maximilo. D'abord Gouverné par les fake news, puis Poutine maître du jeu, ensuite Opération Z sortie en septembre et enfin Vaincre le terrorisme djihadiste début novembre. Vous faites l'objet de plusieurs attaques médiatiques qui vous accusent de conspirationnisme, de complotisme. Que leur répondez-vous? Écoutez, c'est un peu dans l'air du temps et on remarque qu'aujourd'hui, avec les crises qu'on a subies ou vécues ces dernières années, les discours discordants sont presque automatiquement qualifiés de conspirationnistes ou complotistes, ce qui revient au même en fait. Je pense que le premier problème, c'est que les gens qui utilisent ce mot l'utilisent sans définition. Le conspirationnisme a une définition, il s'agit de relier des événements qui ne sont pas nécessairement connectés entre eux, mais de les relier avec une logique arbitraire et de donner un sens à des événements qui sont distincts et de leur donner une connotation, un objectif, si vous voulez, négatif, même délétère parfois. Et j'ai remarqué d'ailleurs que le mot complotisme aujourd'hui est presque devenu un terme qui définit presque une position politique. Alors qu'en réalité, ça définit simplement une manière de construire un discours et rien d'autre. Le mot conspirationnisme est utilisé vraiment pour disqualifier un discours aujourd'hui. Dans les crises qu'on a vécues ces dernières années, on remarque que toutes ces crises ont été marquées par des stratégies ou un manque de stratégie des gouvernements, et les critiques contre ces gouvernements ont été automatiquement qualifiés de conspirationnistes. Donc c'est vraiment une manière d'écarter les critiques envers une stratégie gouvernementale, par exemple. Quand on me qualifie de conspirationniste, eh bien, je constate que ceux qui m'ont qualifié de conspirationniste en premier, notamment Conspiracy Watch, ça a été fait par des gens qui ne sont même pas qualifiés pour le faire. On m'a traité de conspirationniste après mon livre sur les fake news, qui est le résultat de ma propre expérience personnelle, que j'ai vue en grande partie, puisque j'ai travaillé pour les Nations Unies au service de la paix, au service de la communauté internationale, que j'ai moi-même été dans beaucoup des pays que je mentionne dans mon bouquin, que j'ai connu des acteurs même. D'autre part, je m'appuie uniquement sur les témoignages ou les articles ou les rapports de services officiels, de grands médias occidentaux, et même par exemple dans le cas d'une remarque qui m'avait été faite par une officine dont on pourra parler plus tard, qui s'appelle Conspiracy Watch, je me suis même appuyé sur ce qu'avait dit Obama. Mais comme ça ne correspond pas à la doxa qu'on entend en France, on a traité ça de conspirationniste. Et pourtant, Obama lui-même avait dit, et je le cite d'ailleurs dans mon ouvrage. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans un jugement qui est objectif et qu'on est simplement dans une manière, une sorte de cerbère de l'information. C'est une forme de censure d'une certaine manière qui est appliquée en parlant de conspirationnisme. Ceci étant, il faut voir que j'ai cité les crises qu'on avait vécues ces dernières années, qui avaient toutes été marquées par des stratégies gouvernementales qui ont été inefficaces, souvent mal réfléchies, et qui ont fait perdre un peu confiance dans la population. La population a perdu confiance dans ses autorités, plus exactement. Et du coup, le terme conspirationniste est devenu, et là c'est assez amusant, quand on va dans les médias traditionnels, le terme conspirationniste, il sert à exclure. Quand vous allez dans une autre partie de la population, le terme conspirationniste est plutôt l'expression, enfin, désigne plutôt quelqu'un qui nage à contre-courant et qui a plutôt le courage d'élever la voix contre une gouvernance qui est souvent
inadapté aux circonstances. Et de ce fait, le terme conspirationniste a perdu beaucoup de son sens. Il est devenu vraiment strictement un anathème. Il a perdu beaucoup de son sens négatif, en tout cas dans la population, je l'appellerais la population lambda. Est-ce que le discours médiatique en France et en Europe sur l'Ukraine vous dérange? Ce n'est pas seulement sur l'Ukraine, c'est sur la plupart des crises. Ça concerne aussi la Chine, ça concerne le coronavirus, ça concerne le climat, ça concerne tout ça. Le problème, si vous voulez, on a fait un discours qui exclut toute pensée alternative. On n'est plus dans la culture du débat qu'on avait dans les années 70, 80. Peut-être on débattait trop, mais en tout cas, il y avait une culture du débat. Tout était discuté et on avait des émissions où on débattait. Il n'y a plus d'émissions où on débat les choses, ou en tout cas plus de manière, si vous voulez, intelligente. On s'envoie des anathèmes, on se crie les uns sur les autres. C'est des gens qui souvent connaissent mal les sujets, qui s'insultent sur les plateaux. On en fait des événements plutôt grand public, alors que des échanges de points de vue permettraient d'édifier une réflexion. Et on n'en est pas du tout là. On n'est plus du tout là-dedans. C'est vrai que ces dernières années, les politiques des gouvernements, en particulier occidentaux, ont été très erratiques sur de nombreux sujets. Et la population s'en est rendue compte. Du coup, on a effectivement établi une sorte de hiérarchie des réflexions, en éliminant celles qui ne nous plaisent pas et en gardant exclusivement celles qui vont dans le sens d'une doxa. Et c'est ce que vous avez à propos de l'Ukraine notamment, où je peux dire, parce que j'ai étudié le sujet évidemment avec beaucoup d'attention, où systématiquement les médias traditionnels, et particulièrement en France et en Europe francophone, voilà, il faut le dire comme ça, principalement dans ces pays, l'information vient exclusivement de la propagande ukrainienne. Et c'est dérangeant parce que on sait que dans tout conflit, quel qu'il soit, les deux parties tentent de tirer la couverture de leur côté. C'est logique, c'est normal, mais dans ce conflit particulier, on exclut systématiquement tout ce qui pourrait sembler être favorable aux Russes, avec des conséquences perverses. Par exemple, quand on dit que les Russes ont une mauvaise logistique, qu'ils n'ont plus d'avions, qu'ils n'ont plus d'hélicoptères, qu'ils n'ont plus de chars, qu'ils n'ont plus de missiles, etc. On s'aperçoit que, et notamment ces derniers mois, en octobre, novembre, où les Russes ont fait des frappes avec des missiles, on s'aperçoit qu'ils ont encore des missiles. Donc le discours qui consistait à dire qu'ils n'avaient plus de missiles, qui a eu pour conséquence d'ailleurs qu'on n'a pas donné à l'Ukraine des missiles antimissiles, a nourri en fait la faiblesse de l'Ukraine. On s'auto-intoxique en fait. Non seulement on s'auto-intoxique, on a entériné la faiblesse ukrainienne. Et je pense que si on avait été plus critique dès le départ sur un certain nombre d'aspects de la guerre, et là il ne s'agit pas de porter un jugement sur qui a commencé, il s'agit simplement de voir la guerre telle qu'elle est, et puis de la commenter telle qu'elle est. Et si on avait fait ça honnêtement depuis le départ, probablement que les Ukrainiens auraient une position beaucoup plus favorable aujourd'hui qu'ils ne l'ont en réalité. Mais on s'est contenté d'un discours en fait lénifiant d'une certaine manière, où on s'est dit oui, les Ukrainiens de toute façon la victoire n'aura pas d'être dès les premiers jours. Vous savez que la Russie ne pouvait pas gagner, qu'elle allait perdre. Et au fil des semaines et des mois, il est apparu que les Ukrainiens avaient perdu leurs équipements. Donc quand on a redonné des équipements, on a redonné par rapport au discours qu'on avait, et typiquement le fait que les Russes n'avaient plus de missiles. Or, ils en ont encore, et les Ukrainiens sont démunis par rapport à ça, parce qu'on s'est nous-mêmes persuadés que les Russes n'avaient plus les moyens. Et c'est pour ça qu'on a vraiment accentué, si vous voulez, les faiblesses ukrainiennes. Et c'est la même chose pour l'armée ukrainienne, d'ailleurs. Donc finalement, la guerre de la communication est perdue par l'Ukraine, selon vous ?
Ce n'est pas la guerre de la communication qui est perdue, parce que les Ukrainiens communiquent très très bien. Et d'ailleurs, peut-être savez-vous ou ne savez-vous pas, mais les Américains ont organisé derrière, pour appuyer la communication ukrainienne, il s'est créé une sorte d'association, enfin, association, un mauvais terme, mais on a relié entre elles plus de 150 organisations de relations publiques aux États-Unis et en Europe pour appuyer et alimenter le discours ukrainien. Et ce discours, il est assez percutant, il est assez efficace, et en tout cas, il fonctionne auprès des élites occidentales. Donc, cette guerre de la communication, elle n'est pas perdue par l'Ukraine. Le problème, c'est qu'on a tout misé sur la communication sans réellement miser sur ce qui se passe réellement. Or, la réalité du terrain, c'est finalement ce qui s'impose. Et en se contentant du discours, on a négligé ce qui se passait dans le terrain. Et c'est ce qui se passe un petit peu maintenant, où on s'aperçoit que les Ukrainiens, et même, c'est pas moi qui le dis, c'est le général Miley, qui est le chairman of the Joint Chief of Staff, donc c'est le chef d'état-major des armées, en français pour simplifier, qui a dit que les Ukrainiens devraient se mettre maintenant à la table de négociation et ils doivent s'habituer à l'idée qu'ils devront abandonner des terres aux Russes. Donc, tout le discours qu'on avait développé dès février en disant les Ukrainiens vont gagner cette guerre, la Russie a déjà perdu, est aujourd'hui, si vous voulez, totalement démenti. Mais pourquoi il y a eu ce discours au début? Ça, c'est aussi intéressant. C'est que dans les premières semaines de la guerre, les Occidentaux pensaient effectivement que la pluie de sanctions, pour ne pas dire le déluge de sanctions qui devait s'abattre sur la Russie, allait définitivement mettre la Russie à genoux et qu'elle perdrait la guerre. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à sortir de ce narratif et on n'a pas su l'adapter. Et aujourd'hui, 10 mois plus tard, on s'aperçoit que la Russie, finalement, a très bien vécu les sanctions, même très très bien, puisque selon certains médias, notamment financiers américains, on dit que l'économie russe est florissante et même va mieux qu'avant la guerre ou l'offensive. Donc, les Russes ont assez bien vécu la chose. En revanche, du côté ukrainien, on a des dizaines de milliers de morts, sans qu'on ait de chiffres précis, et quand je dis dizaines, Madame Ursula von der Leyen parlait de 100 000, et probablement elle est légèrement en deçà de la réalité, même si, de nouveau, comme je le dis, on ne connaît pas les chiffres. Donc, on est bien loin du discours qu'on a dit au départ. On est plutôt maintenant, et les Américains essaient d'ailleurs de pousser les Ukrainiens pour qu'ils négocient. Donc, si vous voulez, le discours qu'on a développé, particulièrement en Europe francophone, est totalement en décalage par rapport à la réalité du terrain. Comment expliquez-vous ce dévoiement médiatique? Est-ce que, finalement, les médias, notamment français, sont, entre guillemets, les chiens de garde du Quai d'Orsay? Il y a peut-être un peu de ça, même si... Ils ne sont plus en recherche de la vérité, finalement. C'est-à-dire qu'ils sont à la recherche de leur vérité. C'est ça un petit peu le problème. Et là, on est un petit peu dans le sens de ce que les Américains appellent le wishful thinking. Autrement dit, on prend un peu nos désirs pour des réalités. On est parti dans ce conflit, enfin, les Russes ont démarré ce conflit ou cette opération en février, et nous-mêmes, les Occidentaux, nous avons suivi le mouvement avec l'idée qu'il y avait un méchant et un gentil et qu'il fallait à tout prix que le méchant perde la guerre. Et on est resté sur ce narratif. Et probablement aussi que la propagande ukrainienne est venue s'ajouter à nos propres narratifs. On est arrivé dans une situation où nous avons une image du conflit qui est totalement décalé par rapport à sa réalité. Et c'est très décalé. Par exemple, on a beaucoup parlé des viols systématiques, c'était au mois d'avril à peu près, parler des viols systématiques de femmes, d'enfants, etc. Et c'est venu tout d'un coup au début avril.
tous nos médias ont naturellement repris ça. Or, au mois de mai, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que la responsable des droits de l'homme ukrainienne a été tout simplement limogée par le Parlement ukrainien. Pourquoi? Parce qu'elle avait inventé des accusations de viol, etc. Et que ce qu'elle racontait n'était plus du tout en relation avec la réalité. Et aucun de nos médias n'a évidemment relaté le fait qu'elle a été limogée. Et c'est assez intéressant parce que finalement, si on y réfléchit bien, on aurait très bien pu communiquer sur ce limogeage, parce que ce limogeage, d'une certaine manière, pourrait être mis au crédit du Parlement ukrainien, qui dit « nous, on ne veut pas raconter des bêtises, on veut que nos accusations soient fondées et réalistes. On ne veut pas des accusations fantaisistes. » Mais nos médias ont tellement été pris dans leur propre narratif qu'ils ont négligé cet aspect-là et qu'ils ont finalement continué à répercuter le discours précédent. Ils n'ont pas voulu renier ce qu'eux-mêmes avaient dit sur la base d'informations fausses et ils ont continué sur cette lancée. Donc on voit que nos médias suivent leur propre compréhension des choses et non pas une compréhension des choses basée sur les faits. Parmi vos critiques, Conspiracy Watch. Qu'est-ce que Conspiracy Watch à vos yeux? Alors, d'une part, je dois dire que ceux qui ont porté des critiques contre moi étaient en général des gens d'abord qui n'avaient pas lu mes ouvrages, ça commence par là, donc ils critiquent sans avoir lu les ouvrages, qui n'ont pas non plus d'expérience sur le terrain. Donc c'est des gens qui vivent dans une tour d'ivoire à Paris ou ailleurs et pour juger ce que font d'autres qui, eux, ont l'expérience du terrain. Et puis, ensuite de ça, c'est une officine dont on peut difficilement dire qu'elle a un regard objectif sur les personnes qu'elle critique. Parce qu'il y a maintenant 2 ou 3 ans, des documents avaient filtré qui montraient que Conspiracy Watch faisait partie d'un cluster d'informateurs qui travaillaient au profit du ministère des Affaires étrangères britannique dans le cadre d'une opération qui s'appelle l'Integrity Initiative. Opération ou programme, comme vous voulez, qui consiste à venir systématiquement apporter des éléments d'information qui contredisent un narratif qui serait favorable à la Russie, systématiquement. Et vous avez des clusters dans tous les pays européens, y compris dans les administrations d'ailleurs, et vous avez dans le cluster de France, vous avez notamment Conspiracy Watch ou des membres de Conspiracy Watch qui en font partie. Donc ça veut dire que pour une officine qui se veut... Parce que quand vous dénoncez des fausses informations, quand vous dénoncez des théories du complot, vous devez avoir une certaine intégrité. Et cette intégrité, elle est incompatible avec le fait d'être partie, d'une manière ou d'une autre, d'un discours dominant. Et il faut avoir cette capacité de recul qui est l'intégrité, l'impartialité. Or, Conspiracy Watch ne répond pas à ces critères-là. Alors, ils ont leur audience, très bien, mais d'ailleurs, typiquement, Conspiracy Watch, quand ils m'ont critiqué de conspirationniste, ils ont refusé mon droit de réponse. Ce qui montre que leur manière de juger est très fragile en quelque sorte. Et voilà, ils se qualifient eux-mêmes. Parmi les rumeurs médiatiques que l'on entend souvent, c'est l'état de santé de Vladimir Poutine. Est-ce que le président russe est vraiment malade, a un cancer? Alors, la réponse a été donnée par M. Burns, qui est le directeur de la CIA, lors d'un séminaire dans le Colorado cet été, où il a dit que toutes ces rumeurs sur la santé de Poutine étaient fausses et qu'au contraire, il était en beaucoup trop bonne santé.
Voilà. Donc la réponse, je vous la donne, c'est le directeur lui-même de la CIA. Donc tout ce que nous ont raconté nos médias était littéralement du vent. Et là, on est, puisque vous m'avez parlé tout à l'heure du conspirationnisme, on est effectivement dans une construction conspirationniste qui consiste à dire on assemble des indices qui sont plus ou moins farfelus, du genre d'un tremblement, un pupitre qu'on aurait agrippé un peu fort, enfin, des interprétations un petit peu sur des choses extrêmement ténues. Et à partir de ces faits, on essaye de construire un narratif. Alors certains ont construit le fait qu'il avait un cancer. Alors après, c'est le cancer de la thyroïde, c'est leucémie, c'est enfin tous les cancers possibles et imaginables, y compris Parkinson. Enfin, on a à peu près inventé toutes les maladies possibles de façon à promouvoir l'idée que la Russie était, ou les forces russes, étaient conduites de manière irrationnelle et par un malade, en réalité. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de fausser la lecture qu'on pourrait avoir des événements à partir des faits. Donc, on est dans un schéma qui correspond aux définitions du conspirationnisme. Et ça, pratiquement tous nos médias l'ont pratiqué sur la santé de Vladimir Poutine. Donc entre la propagande russe et la propagande ukrainienne, est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise propagande? Alors, il n'y a pas de bonne et de mauvaise propagande. Il y a de la propagande. Et elle est inévitable. Mais c'est n'importe quel conflit comme ça. Et les Occidentaux ne sont pas en reste non plus parce que je rappelle qu'on a fait des milliers de morts en Afghanistan, en Irak, en Libye et dans le Sahel. Et que nous-mêmes, nous pratiquons la propagande pour cacher les crimes de guerre, pour cacher des interventions qui étaient illégales, etc., etc. Donc la propagande se fait aussi. Mais pour revenir à l'Ukraine, on constate que la propagande ou la communication, devrais-je dire, disons le terme technique qu'on devrait utiliser, en réalité, c'est la gestion des perceptions. Ça, c'est le perception management. Ça, c'est le terme technique, si vous voulez, pour parler de l'ensemble des techniques et des méthodes pour influencer la perception de quelqu'un. Là-dedans fait partie la propagande, la désinformation, le conspirationnisme, c'est en grande partie de la désinformation. Aussi la mésinformation peut faire partie de ça, quoique la mésinformation en général est une mauvaise information par inadvertance. Mais bref. Voilà, ça c'est les éléments qui peuvent fausser la perception. Donc quand on parle de la gestion de la perception, on s'aperçoit que les Ukrainiens et les Russes ont deux axes différents d'approcher le problème. Les Ukrainiens essayent de montrer l'illégitimité, l'illégalité, le côté néfaste des Russes, si vous voulez. Voilà, c'est un peu leur axe de communication. Les Russes ont une communication qui est beaucoup plus défensive et qui consiste à développer un contre-narratif par rapport à ce qu'on dit contre eux. Par exemple, qu'ils auraient attaqué de manière non provoquée, etc. etc. La communication russe est beaucoup plus défensive que la communication ukrainienne. Quand on regarde, et c'est intéressant quand on a, par exemple, une bataille dans un endroit, que ce soit Lysychansk, que ce soit Kherson, que ce soit Kharkov, bien que là, Kherson et Kharkov, ce n'étaient pas vraiment des batailles à proprement parler, mais les événements qui sont passés là, quand on compare le discours ukrainien a posteriori, donc quand on compare le discours ukrainien et le discours russe, on s'aperçoit que ce qu'ont dit les Russes était plus proche de la réalité que ce qu'ont dit les Ukrainiens. Et ça découle d'un phénomène que, de nouveau, la communication ou le discours occidental ne met pas suffisamment en évidence. C'est que la guerre menée par les Ukrainiens est conduite de manière politique. C'est Zelensky qui tire les ficelles. Alors que quand vous allez du côté russe, on s'aperçoit que c'est l'état-major général, enfin jusqu'en octobre, c'est l'état-major général russe, puisqu'il assurait la coordination
de cette coalition russophone. Et depuis le mois d'octobre, c'est le général Sourovikine. Et on voit que la conduite est militaire. Et pour prendre simplement l'exemple de Kherson, ce sont les politiques en Russie ne voulaient pas abandonner Kherson. C'est les militaires qui voulaient abandonner Kherson. Parce que pour eux, ça mobilisait des forces qu'ils auraient pu beaucoup plus utilement utiliser ailleurs. Et donc, on voit très bien que finalement, ce sont les militaires qui ont prévalu parce que la conduite, et on voit d'ailleurs dans la manière dont les opérations sont menées de part et d'autre, qu'on a d'un côté une volonté politique, par exemple de tenir du terrain, ce qu'on peut concevoir puisque l'Ukraine cherche à tenir son terrain et récupérer le terrain qu'elle a perdu, alors que du côté russe, l'objectif n'est pas le terrain, ce sont détruire les capacités. Et la manière dont se déplacent les troupes, dont on utilise les troupes, si on analyse de manière opérative le champ de bataille, on s'aperçoit que les décisions russes sont des décisions strictement militaires, alors que les décisions ukrainiennes sont des décisions strictement politiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Zelensky a d'ailleurs des frictions avec son état-major. Parmi les attaques dont vous faites l'objet, vous êtes aussi accusé de parler à l'extrême droite, vous êtes aussi catégorisé comme étant pro-Poutine. Est-ce que c'est vrai? Alors d'abord, je ne suis pas du tout d'extrême droite. Je n'ai jamais été, d'abord, j'ai jamais jamais voulu mettre de la politique dans mes appréciations et dans ma manière d'aborder les sujets que je traite dans mes ouvrages. Et je n'ai aucune sympathie pour l'extrême droite, de loin pas. D'ailleurs, ma vie professionnelle montre que je n'ai pas de sympathie avec l'extrême droite. Quant à pro-Poutine, c'est intéressant parce que en Occident, et particulièrement en France, les gens me voient comme pro-Poutine, mais quand je vais sur le continent américain, les gens me considèrent comme pro-ukrainien. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'en France, on a un langage qui est totalement polarisé. Il est dans le noir-blanc absolu. Et dès que vous n'êtes pas dans le discours de la doxa officielle, vous êtes automatiquement catégorisé comme anti-ukrainien, pro-Poutine, etc. Ça, c'est d'ailleurs une manière de percevoir les choses qui vient d'ailleurs de l'Ukraine en partie. Pour ça d'ailleurs que j'ai été porté sur la liste des auteurs ou des influenceurs, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, qui proposent un langage favorable à la Russie par le ministère de l'Information ukrainien. Quand vous allez aux États-Unis, la chose est un peu plus nuancée, c'est-à-dire que les grands médias mainstream, typiquement New York Times, Washington Post, qui sont des médias qui sont très anti-russes, concèdent de temps en temps concèdent une part de vérité à la Russie sur un certain nombre de points, sans qu'ils le disent comme ça. Mais on s'aperçoit que le discours est quand même beaucoup plus nuancé sur l'Ukraine qu'en Europe. Et puis, vous avez une pléthore d'autres médias qui seraient plutôt alternatifs, mais qui sont alimentés par de vrais journalistes, qui, eux, ont un regard beaucoup plus nuancé sur le conflit. Et d'ailleurs, je me sens un petit peu d'ailleurs dans cette frange-là de gens qui veulent avoir et apporter un regard plus nuancé sur le conflit, parce que quand vous êtes dans un langage polarisé, vous excluez toute négociation possible. La fin du conflit ne peut être que l'anéantissement de l'un ou de l'autre. On peut déplorer qu'il y ait ce conflit, mais si on déplore qu'il y ait ce conflit, il fallait le déplorer aussi avant et empêcher qu'il apparaisse. Et ça, là, les Occidentaux n'ont pas déployé, et c'est le moins qu'on puisse dire, ils n'ont pas déployé toute l'énergie qu'il fallait. À partir du moment où le conflit est là, alors il faut admettre qu'il est là, et il faut aussi admettre qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir comme objectif l'anéantissement de l'un ou de l'autre et qu'il faudra à un moment s'asseoir aux tables de négociation. Et c'est d'ailleurs la position qui de plus en plus prévaut aux États-Unis, pas seulement dans les milieux qui, comme moi, pensent qu'il faut un regard plus nuancé, mais aussi d'ailleurs dans le gouvernement américain et même notablement d'ailleurs parce que ceux qui promeuvent
ce discours plus nuancé sont beaucoup les militaires aux États-Unis. Et depuis le début d'ailleurs du conflit, le Pentagone a un regard beaucoup plus posé, plus calme que les politiques sur le conflit. Donc c'est la raison pour laquelle, non, je ne suis pas pro-Poutine, je suis en faveur de la paix et en faveur d'une négociation. Et pour moi, je n'essaye pas de juger qui est le gentil, le méchant, l'histoire jugera, mais il y a un moment où il faut savoir comment sortir d'une crise. Et c'est ça le point central. Jacques Beau, merci. Je rappelle que vous êtes ancien colonel des services de renseignement suisses. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres majeurs aux éditions Maximilo. Gouverné par les fake news, Poutine, maître du jeu, Opération Z, sorti en septembre, et enfin le tout dernier, paru ce mois de novembre, Vaincre le terrorisme djihadiste. Merci.